Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Ayar. Donc je vais vous expliquer les règles et vous donner notre ressenti sur Ayar après deux parties. Donc Ayar, c'est un jeu de Fabio Lopiano et de Mandela Fernandez Grandon, un jeu illustré par Yann O'Toole, publié chez Osprey Games, un jeu de 1 à 4 joueurs, donc il y a une version solo. Ayar, c'est la suite, c'est une sorte de trilogie, bien que ce n'est pas présenté comme une trilogie, mais en tout cas, chez le même éditeur, le même auteur Fabio Lopiano, avec le même illustrateur Yann O'Toole, ont fait une série de 3 jeux. Le premier c'était Merve, éblouissant Merve, le second Sans Corée, incroyable, qui a été un de nos 20 jeux de coup de cœur de cette année. Et donc voici le troisième, Ayar. Sans Corée et Ayar ont été faits en plus avec Mandela Fernandez Grandon. Donc Fabio Lopiano a fait la trilogie, son acolyte Grandon a fait les deux derniers. Donc Ayar, on est dans un thème maya, inca, donc le dieu du soleil. Voilà, c'est un jeu étonnant. C'est un jeu qui sort un petit peu des sentiers battus. On est dans de l'Eurogame, mais différent, comme l'était Sans Corée et Merve, en fait. On est dans de l'Euro, mais il y a une certaine cohérence. Moi, je trouve que Ayar, et tout comme les deux autres, mais Ayar est un jeu cohérent parce que tout se tient. Ce que vous faites là a une implication là, etc. Et alors, pas mal d'interactions indirectes entre les joueurs. Donc, ce que je vais faire là va avantager ou désavantager un joueur ou des joueurs ou des joueuses. Et donc, voilà, je dois un petit peu bien mesurer ce que je fais. Il peut être frustrant. Donc, que certains joueurs peuvent sortir d'une partie un petit peu déçus. En tout cas, il est punitif. Hein. Si vous jouez mal ou quoi, ben, vous aurez du mal à rattraper vos erreurs. Mais il n'y a pas que mal jouer. Quelquefois, ça peut être frustrant. Vous n'avez pas le choix. Les choix sont à certains moments très larges et à certains moments très, très petits. Et donc d'où la frustration. Vous voulez faire quelque chose, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Bon, vous avez ça dans plein d'autres jeux. Hein. Les jeux de pose d'ouvrier, ben, si quelqu'un prend la place pour faire l'action, vous ne pouvez pas la faire. Mais ici, ça n'est pas du tout un jeu de pose d'ouvrier, ou en tout cas pose d'ouvrier sur son plateau personnel, mais il y a un côté assez frustrant qui peut arriver ou pas, hein, si vous avez un peu de chance et que vous jouez bien, évidemment. Donc voyons ça tout de suite ensemble. Avant de commencer l'explication des règles, un petit mot sur l'édition du jeu. Vous voyez, tout est assez bien fait. Vous avez des compartiments pour les sets des joueurs, un comportement général ici au milieu que vous pouvez fermer comme ça. Donc vous n'aurez pas de choses qui changent, qui bougeront. Vous avez aussi un set complet de petites tuiles ici que vous allez aussi fermer avec ça. Donc allez, vraiment une belle édition. Vous voyez aussi, la seule petite chose que j'aurais bien aimé personnellement, c'est un plateau personnel double couche, puisque tous ces trucs sont très... si vous bougez un petit peu votre plateau personnel, je ne vais pas le faire, mais voilà, tous ces trucs s'en vont. Donc un petit plateau personnel 3D, sinon le matériel est magnifique, beaucoup de pions en bois, très peu de jetons en carton, et ceux qui sont en carton sont très bien comme ça parce qu'ils sont illustratifs. Un plateau assez intriguant avec des pistes. Vous voyez, vous avez la piste turquoise, la piste on va dire noire, la piste mauve et la piste rouge. Vous avez d'autres pistes là, vous avez des petites tuiles et vous avez ici le plateau d'un joueur. Voilà pour le matériel et l'édition. Franchement, rien à dire, très peu en tout cas à dire. Vraiment très belle édition. Alors, Ayar, qu'est-ce qui se passe dans Ayar? Ayar se joue en 4 manches. À la fin de chacune des manches, les joueurs vont placer
un de leurs ouvriers, on va dire, un de leurs jetons action sur un des 4 endroits, lieux ici, et joueront le prochain tour avec 4 ouvriers plutôt que 5, et puis 3, et puis 2. Donc c'est comme ça qu'on va calculer les manches, puisque première manche 5, deuxième manche 4, troisième manche 3, et dernière manche 2. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de la frustration. Ben, avec 2 ouvriers en dernière manche, vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose. Vous allez faire tout simplement 2 actions. Chaque ouvrier vous permet de faire une action et vous en ferez donc de moins en moins, évidemment peut-être de plus en plus puissante. Et vous allez voir comment ça se passe. Pourquoi? Parce que à mon tour de jeu, qu'est-ce que je fais? Donc chacun joue à son tour, jusque quand on a placé tous ses ouvriers. Donc le premier joueur commence, et puis on tourne, et puis à la fin de la manche, on passera le jeton premier joueur au joueur ou à la joueuse suivante. Et donc à mon tour, qu'est-ce que je fais? Je prends un de mes 5 ouvriers, je le mets sur un emplacement. Il faut savoir que lors de la mise en place, on aura décidé de placer une de notre petite maison appelée Temtambo. Le nom exact, c'est Tambo, ces petites maisons. J'espère le retenir jusqu'à la fin de cette explication. Donc le Tambo, on aura, lors de la mise en place, chaque joueur aura pris un de ces 4, 8, 12, 16 Tambo, un de ces 16 Tambo qu'il ou elle aura placé sur une des cases actions qui sont derrière les 4 ayars, donc par exemple celle-ci, et chaque joueur qui aura placé donc son tambo derrière une case action réalisera l'action correspondante, et vous aurez compris qu'il y a 4 actions dans le jeu. Donc ça c'est la mise en place, chacun place un de ces tambos dans l'ordre du tour, donc le premier joueur commence. C'est étonnant parce qu'on se dit tiens, le premier joueur, non seulement il a l'avantage des premiers joueurs, mais en plus il peut placer son tambo en premier, c'est vrai, mais il a aussi un bel avantage à être dernier joueur. Je vous l'expliquerai pendant l'explication des règles. Mais donc, chacun place un de ses tambos sur une des 4 cases actions des 4 pistes et réalise l'action correspondance avec une puissance de 1. Donc, chacun fait ça. Et puis, quand vient son tour, eh bien, on prend, donc, je vous disais, on prend par exemple un de ces ouvriers dont la couleur va correspondre aux ayars. Vous voyez que vous avez un ayar mauve, un brun, un bleu foncé et un turquoise. Et vous avez un ouvrier mauve, turquoise, brun et bleu foncé. Donc vous avez les 4 ouvriers qui correspondent aux 4 ayars. Et vous avez un dernier qui, vous l'aurez deviné, sera un joker et pourra servir pour un des ouvriers, des autres ouvriers. Donc, je place mon ouvrier sur une des lignes ou sur une des colonnes de mon plateau personnel. Je prends un des tambos. Je regarde le nombre de flèches qu'il y a à côté. Donc ici, j'ai une ou 2 flèches, en gros. Donc ici, j'ai choisi une flèche. J'ai pris mon tambo, je vois qu'il y a des sortes d'engrenages, 2 engrenages visibles sur la ligne. Donc j'ai une action d'une puissance de 2. Et j'ai une flèche. Et donc je vais prendre l'ayar de la même couleur que mon ouvrier. J'ai une flèche et donc je le place une case au-dessus. Et je réalise, bon, il y aura pas avant un tambo sur l'action qui était mise derrière, je réalise l'action qui vient de se libérer. Donc ici, cette action-ci, c'est-à-dire je place mon tambo sur l'action n'est plus disponible, je réalise cette action avec une puissance de 2. À noter qu'on peut, comme vous voyez sur le plateau, personnel, on peut déplacer de 1 ou de 2 en fonction de la ligne ou de la colonne sur laquelle on a placé son ouvrier. Donc si j'avais placé ici, j'aurais pris 1 pour une puissance de 1 à ce moment-là, 1 sur n'importe quelle colonne, donc par exemple celui-là.
et donc c'est une puissance de 1. Et j'aurais déplacé l'ayar, ce n'est pas le mien, c'est un ayar de 2 cases, donc de chaque numéro, donc ici de 1, 1 et 2 cases. J'aurais donc libéré 2 cases. Je place alors mon tambo sur une des 2 cases pour réaliser l'action correspondante. Donc au fur et à mesure du jeu, quand on va faire avancer les ayars, on va avoir certaines actions qui vont être libres, puisque le prochain joueur, il va faire au moins, qui mettra un de ses ouvriers mauves sur une case, il fera progresser l'ayar de 1 ou 2 cases, et donc il aura toujours 2 actions disponibles à son tour. Donc, je fais avancer mon ayar, ensuite je réalise l'action d'une ou de la puissance que je veux et d'une des cases sur lesquelles j'aurais mis mon tambo. Il y a 4 actions possibles. Je vous explique les 4 actions possibles tout de suite. Donc vous avez la première, on va suivre la piste turquoise, mais comme vous voyez, vous avez tapis, bateau, poterie ou terrasse de blé. Donc vous l'avez là aussi, hein, si je prends noir, un tapis, terrasse, poterie, bateau. Si je prends rouge, terrasse, tapis, bateau, poterie. C'est toujours les 4 mêmes actions qui se répètent à l'infini dans un ordre différent chaque fois, mais qui se répètent le long de toutes ces pistes. Donc au fur et à mesure qu'on avance ces ayars, on aura des actions disponibles, mais toujours les 4 mêmes. Et les 4 mêmes sont finalement, en tout cas j'ai trouvé, c'est peut-être un petit défaut du jeu, assez similaire et finalement pas hyper excitante, on va dire, puisque en gros, elles vont consister d'une manière ou d'une autre à gagner des soleils et des lunes. Si, par exemple, ici je fais tapis, eh bien, en fonction de la puissance de mon action, ça ce sont les tapis. Si j'ai une puissance de 1, je peux prendre une des tuiles de puissance de 1, une puissance de 2, une des tuiles de puissance de 2, une puissance de 3 et une puissance de 4. Donc, je peux aussi répartir. Si j'ai par exemple une puissance de 3, je peux soit prendre une tuile de puissance de 3, soit une de 2 et une de 1. Imaginons que j'avais eu une puissance de 3. Je prends donc, par exemple, celle-ci de 2 et celle-ci de 1. Et je la mets sur mon plateau personnel. Ici, c'est ici que je mets mes tapis. Je commence toujours, la première tuile que je mets, je dois la placer sur le côté gauche. Donc imaginons que je prenne celle-ci et que je la mette sur mon côté gauche. La deuxième, je la mets soit toujours sur le côté gauche, soit adjacente à une tuile déjà placée. Donc je vais la mettre dans ce sens-là, par exemple, et je vais la placer comme ça. Comme ça, vous voyez que je libère un soleil. Imaginons que plus tard, dans le jeu, je fais des choses. Je ne sais pas, allez, on va prendre comme ça. Voilà. Imaginons que plus tard dans le jeu, j'aurais fait ceci et ceci. Eh bien, j'aurais donc libéré 2 soleils et en même temps, une colonne correspond à 6 points de lune. Ma deuxième colonne correspond à 10 points de lune. Donc pour le moment, j'ai 10 points de lune, ce n'est pas cumulatif. Hein. C'est la colonne remplie la plus à droite qui indique les points de lune. Donc pour le moment, j'ai 2 points de soleil et 10 points de lune pour l'exemple ici, dans cette action. Donc la première action, les tapis, je libère avec mes tapis des soleils et des lunes. La navigation, eh bien la navigation, je vais avancer mon bateau du nombre de la puissance que j'ai. Donc imaginons que j'ai une puissance de 2, ça c'est une puissance de 1, ça c'est une puissance de 1, donc je vais faire 1, 2. Quand je passe à un endroit comme ça, j'y mets, je vais prendre une de mes huttes que je prends et que je vais mettre ici.
À partir de ce moment-là, quand un autre joueur passe par le même endroit, vous voyez que le point de puissance n'est plus visible, il ne doit plus payer. Donc imaginons qu'un autre joueur est ici. Pour un point de puissance, il arrive directement au même endroit que le bateau mauve et il peut placer une de ses huttes également. Le chemin est long et à la fin, les endroits rouges, il ne peut y avoir qu'une hutte, mais sinon sur les autres, il peut y avoir des huttes de tous les joueurs. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand vous voyez qu'on place une hutte, on voit que je gagne 4 points de lune. Plus on monte, plus les points de lune seront élevés. Et en plus, quand je libère une hutte, eh bien, je libère un soleil. Imaginons que je place une deuxième hutte un peu plus loin. J'aurais fait encore 2 points d'action. 1, 2. Je place ma hutte ici. Je suis donc à 10 points de lune. Et en plus, j'aurais libéré 2 soleils. Et vous voyez que je libère un attendez, le nom exact, le Viracocha, un Viracocha. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, à l'endroit où j'arrive, en fait, il y a ici, il y a sur le plateau des Viracocha, comme ça. Et donc, qui sont en nombre limité, donc il vaut mieux arriver avant les autres pour les prendre. Donc, quand je mets mon deuxième, je prends un Viracocha adjacent où j'ai mis ma deuxième hutte, toutes mes 2 huttes. Donc je prends un Viracocha disponible et je le place sur un des endroits de mon plateau, mais je vous expliquerai ça après parce que c'est là où je vais commencer à créer une sorte d'asymétrie et de pouvoir personnel. Donc voilà, ça c'est la navigation. Donc le tapis, vous voyez que vous libérez des soleils et des points de lune. La navigation, vous allez mettre des huttes pour libérer des soleils et gagner des lunes aussi où vous êtes, des points de lune, et aussi en bonus des jetons Viracocha. Voilà pour la seconde action. La troisième, la poterie. En fonction de mes points de poterie, je vais prendre une poterie. Vous voyez, pour 1 point, 2 points, 3 points, 3 points ou 4 points. 4 points, c'est une sorte de joker. Vous voyez, la poterie a les 4 couleurs. Sinon, je choisis. Imaginons que j'ai 4 points. Je prends, par exemple, ces 2-ci. Qu'est-ce que je fais? Je les place en dessous de mon plateau. Comme vous voyez, cette tuile-là a l'avantage de me donner un Viracocha. Donc je prends un Viracocha que je mets sur mon plateau. Je vous ai expliqué à quoi ça sert. Et en plus, vous voyez qu'ici, j'ai un soleil de libéré. Et lorsqu'on devra compter les points de lune, en fonction du nombre de poteries de même couleur que j'ai, donc imaginons que j'ai pris celle-ci aussi. Donc j'ai libéré 2 soleils. Ici j'ai 2 de même couleur, donc j'ai 4 points de lune, plus 1 d'une autre couleur, plus 1 point. Donc j'ai 5 points de lune pour le moment dans cette piste-là. Dès qu'un joueur prend des tuiles, on diminue les tuiles et on montre les suivantes. Et voilà. Donc voilà pour la poterie. Donc je vous ai expliqué les tapis ici avec le soleil, la lune, la navigation avec les soleils et les lunes où on est arrivé, la poterie avec les collections de poterie en fonction du nombre des mêmes couleurs, etc. On a des points de lune et des soleils au-dessus. Voilà. La dernière action, donc ici, tapis, bateau, poterie, les terrasses. Quand on a des terrasses, imaginons que j'ai 3 points de terrasse. Je prends dans une des cases que j'ai ici, mes petits cubes, donc ici, imaginons que je choisisse de prendre ici. Je ne peux pas répartir, donc je choisis. Donc si j'ai une case, par exemple, imaginons que j'avais déjà comme ça 2 cubes. Les cubes, on les met ici. Vous verrez à quoi ça sert.
Imaginons que j'ai maintenant une puissance de 3, je suis obligé de terminer une case que j'ai commencée, donc je prends mon premier là, et mes deux autres, je choisis la case où je prends. Donc imaginons que je prenne dans cette case-ci. Voilà, j'ai pris ma puissance de 3, mes 3 cubes, je les mets ici. Et voilà, j'ai simplement libéré 1, 2 soleils, et pour le moment, 4 points de lune. Si j'arrive à libérer celui-ci, je gagnerai 4 points en plus. À celui-là, je gagnerai 6 points. Là, vous voyez que je gagne un Viracocha et 10 points de lune. Et là, un Viracocha et 8 points de lune. Donc, en fonction des cubes que je mets de mon action terrassement. À la fin d'une manche, on regarde le joueur ou la joueuse qui en a le plus de petits cubes. En cas d'égalité, c'est celui qui a un cube le plus en haut à gauche, donc qui remporte les qualités. Celui qui a le plus de points de cube va gagner un Viracocha et on enlève tous les cubes d'ici, on les met dans le stock général. Donc voilà pour la 4e et dernière action. Donc vous voyez, donc je vous rappelle les 4 actions. Les tapis qui libèrent ici des soleils et des lunes. La navigation qui va vous permettre de mettre des huttes pour gagner des points de lune et des soleils, ici, les soleils ici. Le 3e, la poterie, qui permet de gagner des poteries avec des soleils et des lunes en fonction des collections de poteries que vous avez. Et le dernier, le terrassement, qui permet de libérer des cases, de libérer des soleils, de gagner aussi des points de lune avec certaines actions comme celle-ci, comme la poterie et comme la navigation qui permettent en plus de gagner des points des jetons Viracocha. Voilà pour les 4 actions. Vous voyez finalement des actions pas, en tout cas je trouve, pas hyper excitantes. Ok, elles sont différentes, mais elles reviennent un petit peu tout au même. Je vais libérer des points de soleil et des points de lune. Et ça, c'est déjà un premier équilibre dans le jeu, puisque vous allez voir comment on va marquer ces points de soleil, parce que pour le moment, vous libérez les points de soleil, mais vous ne les gagnez pas. Ou les points de lune, vous les libérez, après vous allez les gagner. Quand vous les gagnez, vous allez augmenter vos marqueurs. Lune, ça c'est votre lune. Et ça, c'est votre soleil. Vous allez augmenter vos marqueurs lune et soleil le long de la piste de score. Et c'est le marqueur le plus en arrière qui vous fera vos points de victoire. Donc, vous avez intérêt à grimper, plus ou moins, au même endroit à la fin du jeu, d'avoir les 2 jetons le plus proches l'un de l'autre pour avoir d'avoir les 2 jetons en fait le plus élevé, peu importe s'ils soient proches ou pas, mais en tout cas, c'est votre jeton le moins élevé qui va déterminer vos points de victoire. Donc un juste équilibre entre les deux est nécessaire. À noter que comme vous allez les gagner de façon différente et à d'autres moments, c'est pas évident. Donc une certaine expertise ou expérience dans le jeu va vous aider à trouver le juste équilibre entre ces deux pistes, enfin ces 2 manières de scorer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est en tout cas une très bonne idée dans Ayar. Donc voilà, je vous ai dit déjà pas mal de choses. Donc je place un de mes jetons, je prends un tempo, je vois donc la puissance de mon action, je déplace l'Ayar de la couleur correspondante sur sa piste, d'1 ou 2 cases en fonction des flèches qu'il y a à côté de mon jeton action, de mon ouvrier. Je réalise l'action avec une puissance qui est indiquée, je déplace l'Ayar. Et voilà, donc tout ça est indiqué dans la petite aide de jeu. 1, je place mon ouvrier. 2, je déplace l'Ayar. 3, je prends une de mes petites maisons que je mets sur une case action. Et 4, je réalise l'action correspondante. À la fin de mon tour, je dois vérifier les temples, les bonus personnels et le scoring remis. Les temples, c'est quoi? En fait, quand je libère tout un carré, vous voyez qu'il y a un temple. Imaginons que j'ai placé mes 4
petit tempo ici, eh bien, je libère l'emplacement d'un temple. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un de mes temples qui est ici et je vais le mettre sur une des pistes qui est là. Donc, par exemple, je le mets sur la piste là. Ça ne fait rien d'autre. Je mets sur une piste, en général, je vais essayer de la mettre sur, sur une des pistes le plus à gauche possible. Donc, voilà pour quand je libère un temple. Les temples vont scorer la nuit et vont vous permettre de gagner des points de lune. Vous voyez que voilà, ce temple-là vous fera gagner les points de lune de votre action terrasse. Vous voyez, les points de lune pour le moment de votre action terrasse, c'est 4. Celui-là vous fera gagner les points de lune de votre action bateau. Vous voyez que pour le moment, pour l'action bateau, eh bien, vos points de lune, c'est 10. Celui-là vous fera gagner vos points de lune de l'action poterie. Vous voyez que pour le moment, vos points de lune de l'action poterie, c'est 4 plus 1, c'est 5. Et le dernier, ben, sur la tapisserie, vous avez fait 2 colonnes, donc c'est 10. Donc voilà, je prends un de mes temples que je place sur une des pistes, des 4 pistes qui sont là. Ça, c'est la première chose que je fais à la fin de mon tour. Je vérifie si j'ai libéré un temple. La deuxième chose, je vérifie si j'ai réalisé un de mes bonus personnels. En fait, quand je libère une ligne ou une colonne, imaginons que j'ai placé ma 4e petit tempo ici, je libère cette ligne et je gagne le bonus qui est là. Ici, je gagne un viracocha, donc un petit jeton viracocha. Là, je gagne un lama, donc je reçois un jeton lama. Vous voyez qu'il est de 2 couleurs, en fait, il est recto verso, soit soleil, soit lune. Je vous expliquerai aussi à quoi ça sert. Ici, quand je libère totalement cette colonne-ci, je score le soleil de la poterie. Ici, je score le soleil des tapis. Donc, soleil de la poterie, pour le moment, il est de 2. Le soleil des tapis, il est de 2. Ici, le soleil de la navigation, il est aussi de 2. Et le dernier, le soleil de terrassement, pour le moment, je vois 2 soleils, donc il est aussi de 2 dans mon exemple. Quand je score du soleil, je prends mon jeton soleil et imaginons que j'étais à 11 pour le moment, je le mets à plus 2, donc, non, c'était quoi? C'est 17 plus 2, donc 19. Voilà. Ça, c'est quand je score un soleil, et vous connaissez tous les bonus de, ce petit. Donc, quand je libère un carré, je libère un temple qui me permettra de gagner des points de lune. Quand je libère une ligne avec un score de soleil, ça me permet de scorer du soleil sur mon petit cadran, mais toujours pas, hein, pour le moment, toujours pas sur les pistes correspondantes. Donc ça me libère des possibilités de marquer des points, mais pas encore les points exactement. Vous allez voir dans quelques instants comment. Donc voilà, ça c'est à la fin de mon tour. La première chose, je regarde si j'ai libéré un temple, je place mon temple. Je regarde si j'ai libéré un bonus personnel sur une ligne ou une colonne, je reçois ce bonus. Et puis je vois s'il y a un scoring royal. C'est quoi un scoring royal? Pardon, c'est pas un scoring royal, c'est un rémi, pardon, un scoring rémi. Donc, qu'est-ce qu'un scoring rémi? En fait, vous voyez que sur les pistes, vous avez des tuiles scoring. Vous voyez que ici, vous avez des scoring, on va dire un peu turquoise, et puis plus loin, sur chacune des pistes, il y a des scoring mauve. Donc il y a 4 scoring mauve et 4 scoring turquoise. En fait, quand les aïars arrivent à un certain point, donc vous voyez ici le 8 mène vers ce scoring-là, le 8 rouge aussi vers ce scoring-là. Vous voyez ici que le 8 noir
vers ce scoring-là, le 8 turquoise, et puis quand on avance, le 14 ici mène à celui-là, alors que c'est le 19 rouge, le 14 rouge mène à celui-là, le 14 noir à celui-là, et ici vous avez le 19 noir qui mène à celui-là, et le 14 mauve à celui-là, et on continue, là le 19 avec le 24, ici le 24 avec le 19, bon voilà. Quand on fait un scoring, imaginons qu'on fait ce scoring-là, on regarde qu'est-ce que c'est. Donc ici, c'est le scoring des terrassements. Tous les joueurs, donc quand un aillard arrive ou dépasse la route qui mène à un scoring, qu'est-ce qu'il fait? Tous les joueurs vont scorer leur soleil ici des terrassements. Donc chacun va regarder ça, ce terrassement. Ici, j'en ai 2. Hop, j'avance de 2. Donc ici, je passe à 21. Hop, 21. Et tous les joueurs font la même chose, ils montent leur petit cadran du nombre de soleils qu'ils ont. Vous voyez que chaque joueur qui a gagné au minimum un soleil gagne en plus un lama. Donc hop, on reçoit un petit lama qu'on met dans son stock. Et on retourne la carte scoring. Ce qui fait que quand l'autre, quand ici l'aillard rouge arrivera là, on rescorera une deuxième fois les terrassements, mais il faudra avoir au minimum 3 points, gagner minimum 3 points pour gagner un autre lama. Et c'est ça un petit peu, je dirais, une des grosses subtilités du jeu. C'est que, enfin oui, je dois vous expliquer une autre chose et puis alors je reviendrai là-dessus. Donc voilà, je vous ai expliqué le tour complet d'un joueur, donc on le revoit ici. Je place un de mes ouvriers, je bouge l'aillard du nombre de cases égal au nombre de flèches, l'aillard de la même couleur du nombre de cases, je place un tempo sur une case action et je réalise cette action avec une puissance égale au nombre de tempos qui ont été retirés de la ligne ou la colonne où j'ai placé mon ouvrier. Quand j'ai fini mon action, je regarde si j'ai libéré un temple, un bonus personnel et un scoring remis. Voilà pour le tour de chaque joueur. Donc chaque joueur continue, va placer ses bonhommes, va prendre ses petites tempo, va placer ces bonhommes progressivement, va faire les actions de plus en plus puissantes et quand tout le monde aura placé tous ses ouvriers, c'est la fin de la manche. Donc on aura placé tous nos ouvriers, c'est la fin de la manche. Qu'est-ce qui se passe en fin de manche? On regarde ce qui se passe, on passe à la nuit. Qu'est-ce qui se passe lors de la nuit? Eh bien, la première chose, un des aillards va aller en retraite. En fait, on regarde où sont tous les aillards. Donc, imaginons que celui-là est là et que celui-là est là. On regarde où ils sont. Et celui-là qui est le moins élevé, donc là, ils sont sur la case 8, ici sur la case 7 et là sur la case 5, celui qui est le moins élevé. En cas d'égalité, on regarde de haut en bas, c'est-à-dire celui le plus bas ici sur cette piste, qui ont été mis évidemment au hasard, celui le plus bas en cas d'égalité, sinon c'est celui tout simplement sur la case la moins élevée, donc ici c'est noir, il va en retraite, fini, il sort du jeu, il va sur sa piste correspondante, il est sorti du jeu. Et puis ensuite, on va calculer la majorité des terrasses. Donc je vous ai dit, en fin de manche, le joueur qui a le plus de cubes ici gagne un jeton Viracocha. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a, parmi les joueurs, qui a mis son cube en premier, qui remporte l'égalité et il gagne. Et puis on retire tous les cubes. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on fait à la fin d'une manche. Donc, première chose, on enlève un des aillards. Deuxième chose,
on retire tous les cubes des terrasses et on donne un jeton Viracocha. Troisième chose, l'Ayar et la Madame Ayar et le Monsieur Ayar se rejoignent. Donc, imaginons que c'est comme ça. Le Monsieur Ayar qui est là va rejoindre la Madame Ayar. Ils vont faire un beau couple, comme vous voyez. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils forment un très beau couple. Et sur toutes les cases tembles qui sont passées, eh bien, le joueur, ici, le joueur mauve, avec score, et là, c'est vraiment du scoring, score son nombre de points de nuit. Donc ici, il a mis pour le joueur mauve, a mis pour le scoring des terrassements. Imaginons qu'il avait enlevé ici ces deux-là. Et donc, il est à 6 points plus 4 points, 10 points. Il augmente sa lune de 10 points. Il la met 10 points plus loin. Je n'ai pas fait le calcul, donc excusez-moi si ce n'est pas totalement juste. Mais voilà, ça c'est... Et puis, ceci on peut le laisser là, je ne sais plus, enfin, peu importe, il est plus scoré de toute façon. Donc voilà pour cette étape-là. Donc monsieur et madame se rejoignent et les temples, on score les temples. Ensuite, eh bien, vous avez vu que c'était bleu foncé qui est parti en retraite. On retire son jeton action bleu foncé. Et on va le placer sur une des cases qui est ici. Donc imaginons que je la place sur le bateau, ici. Je score à ce moment-là mes points de lune du bateau. Je suis à combien en bateau? Je suis à 10. Donc, pouf, je prends ma lune et je l'augmente de 10. Voilà pour la retraite. Et enfin, on score ses points de soleil. Donc on regarde où en est son jeton soleil. Ici, j'ai 21 points. Pouf, je prends mon jeton soleil, je l'augmente de 21 points. Et voilà pour la fin de cette manche. Et puis, on prépare la manche suivante. On met debout ces jetons action. Donc on ne les enlève pas de place, mais on les met debout. Et ensuite, on passe le premier joueur. Alors, à quoi ça revient à dire tout ce que je viens de faire? Quelles sont les conséquences de tout ce que je viens de faire? Donc, la première chose, évidemment, eh bien, c'est qu'on aura scoré des points de lune grâce à nos temples éventuellement qu'on aura libérés. On aura scoré des points de lune grâce aux petits bonhommes ouvriers qu'on aura placé ici. Et donc, il va falloir optimiser ça et mettre peut-être ces points de lune qu'on compte si on compte réaliser, aller exploser l'action tapis, par exemple, ces points de lune, autant les scorer à la fin du jeu. Si par contre on se dit, les terrassements, c'est bon, je ne vais pas aller plus loin dans les terrassements, donc autant scorer maintenant les points de lune de la terrassement et plus tard ceux où on veut continuer à progresser. Donc on va se donner une petite orientation stratégique en mettant les points de lune qu'on ne compte pas scorer plus tard. On va se donner une petite orientation stratégique avec ça. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est qu'on a retiré un aillard. Vous avez vu qu'on a retiré un aillard. Donc, retirer un aillard, ici, on a retiré celui de la piste bleu foncé noir. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a retiré, il était là. Ça veut dire que les tapis en point de soleil vont être scorés moins souvent, puisque ce jeton-là, quand turquoise arrivera, il sera réalisé, mais c'est tout, puisque noir ne va plus. Et donc, noir, quand il continue ici, il va scorer les bateaux une fois en moins aussi. Et puis, quand on continue, ici, ce sera les tapis. Donc, le fait de retirer un marqueur aillard fait que certains scorings auront lieu plus souvent que d'autres. Imaginons que les autres continuent. Vous voyez que la tapisserie a été scorée déjà 2 fois, puisque les 2 sont ici. Donc la tapisserie, les terrassements auront été scorés. Puis vous voyez qu'ensuite, on va encore ici, quand mauve sera à 14 et noir à 10, mais pas noir, puisque noir, on l'a retiré. Les terrassements vont encore être scorés. Donc, tout doucement, les scorings vont plus être équilibrés. On va scorer certains points de soleil, ici ce sont tous les points de soleil, différemment. Et donc,
ben, l'ayar qui se retire, c'est important. Et donc, si vous orientez votre stratégie vers un scoring ou un autre, autant que l'ayar qui va scorer sur les autres sur lesquels vous n'axez pas votre stratégie, autant les faire partir en retraite plus tôt. Et donc, quand vous augmentez de 1 ou 2 cases, autant augmenter de 2 cases les ayars sur lesquels vous voulez compter plus tard pour réaliser plus de scoring vers votre stratégie, et autant diminuer les autres ayars et les faire avancer le moins possible. Même chose pour votre jeton joker. Hein. Quand vous le faites aller, vous réaccentuez l'avance d'un ou l'autre ayar. Évidemment, tout ça, tout le monde le fait. Et donc, si vous voyez qu'il y a un joueur qui vise d'augmenter absolument le rouge et qui fonce dans le rouge, etc., peut-être qu'il n'y a pas le choix. Vous allez devoir jouer sur le scoring du rouge. Le scoring du rouge qui est, vous voyez, la tapisserie, puis après, ça sera les bateaux, et puis après, ça sera la poterie, et puis encore une fois, la poterie. Donc peut-être que, ok, faisons ça, accentuons la poterie pour la fin, là, et maintenant les bateaux, par exemple. Donc tout ça donne une certaine, évidemment une cohérence, je vous l'ai dit, mais donne un certain reflet, un relief à votre jeu. Donc évidemment aussi, et c'est ce que je disais, le premier joueur est un petit peu avantagé parce qu'il est le premier, il peut mettre son petit tempo sur l'action qu'il veut, mais le dernier, souvent, à la fin d'une manche, les hayars, ils sont plus ou moins à égalité. Et donc le dernier, s'il a bien joué, il a gardé son joker et il a éventuellement une case double avancée de disponible, il peut lui-même influencer sur quel hayar va partir en retraite. Et donc, être dernier joueur, décider du hayar qui va partir en retraite est quand même très important et donne un bel avantage. Ça, il sera dernier joueur que du premier tour, mais déjà, il donne une belle orientation en enlevant un des 4 hayars. Et celui qui sera dernier joueur au deuxième tour aura aussi un certain pouvoir. Et puis, ça va aller s'amenuiser parce que finalement, il ne restera plus qu'une ou 2 pistes. Et donc ce pouvoir va aller un petit peu en s'amoindrissant, mais être dernier au premier et au deuxième tour peut être un chouette avantage. Et donc, c'est un petit peu ça les tenants et aboutissants. Autre chose que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que pourquoi est-ce qu'on les redresse ? Pourquoi est-ce qu'on les redresse ? Tout simplement parce qu'à la manche suivante, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre un des hayars, on va devoir le déplacer, on ne peut pas le laisser sur la même case action, et on va le coucher sur la case action qu'on veut réaliser. Et donc, c'est comme ça qu'on va voir, on va se bloquer aussi, hein, ses propres ouvriers vont bloquer les actions ou les lignes ou les colonnes, pas les actions, mais les lignes ou les colonnes où on veut placer ces choses. Et ça, vous voyez ici et c'est ça aussi qui peut rendre le jeu un petit peu frustrant, c'est que vous voyez ici que, c'est à moi à jouer. Si je veux avancer un hayar de 2 cases, je ne sais pas, parce que mes deux ouvriers sont sur une case à 2. Donc, si j'ai envie de faire celle-là après, je vais libérer celle-là pour, par exemple, réaliser celle-ci à une puissance de 4, hein, puisque j'enlève, hop, j'ai une puissance de 4, et comme ça, je libère celui-là où je pourrais placer un autre directement après. Peut-être autant mettre celui-là, comme ça, je libère aussi celui-là. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu les tenants et aboutissants de ces jetons ouvriers, debout ou couchés, ils bloquent les cases actions. Évidemment, il y aura de moins en moins de blocage, puisque à la fin de la deuxième manche, même chose, un autre hayar ira en retraite, on va de nouveau scorer des points de lune de l'hayar correspondant, et il n'en restera plus que 3. Donc il y a la frustration qu'il peut y avoir, c'est aussi ça. Hein, si je suis deuxième dans le tour du jeu, j'aurai moins d'impact sur quel hayar
partira en retraite. Et donc, je peux être frustré parce que tout à coup, j'avais fait le maximum pour que Turquoise avance suffisamment. Eh bien non, les autres joueurs en ont décidé autrement. Et la tapisserie que je voulais absolument scorer, ben, je ne la scorerai pas ni pour Noir ni pour Turquoise, par exemple. Donc voilà pour l'avancée de ces aïards et pour les tenants et aboutissants, je dirais, de partir en retraite. Oui, alors, autre chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est viracocha. Alors, les viracocha, en fait, vous allez les placer sur vos cases viracocha. Quand vous placez, vous voyez le nombre de viracocha. Ici, c'est 2, 2, 2. Là, c'est 1, 2, 3, 4. 3, 4. Donc, vous voyez le nombre de viracocha que vous devez placer pour gagner la capacité permanente. Donc ici, si j'ai placé 2 viracocha, je les retourne sur leur face verte. Et ça veut dire que j'ai libéré ce pouvoir. Et donc, dorénavant, quand j'exécuterai une action tapisserie, j'aurai 1 point de puissance supplémentaire. Donc, je réaliserai avec une force de 1 en plus. Donc maximum, donc vous voyez, c'est 4 plus 1, 5 dans ce cas-là, pour faire une action de terrassement. Même chose pour les 4 actions de navigation, de tapisserie et de poterie. Ici, en placer 1 me permet de gagner 1 lama. Ici, en placer 2 me permet que quand on fait un scoring le soir, vous voyez un scoring des temples, oui, j'ai oublié de dire, le temple, en fonction d'où il est placé, il va gagner les points de nuit, plus les points de nuit de sa colonne. Donc plus vous aurez été tôt à libérer des temples, plus vous allez gagner des points de lune. Et là, ça vous permet de gagner 2 points de lune juste avant qu'on score les temples, donc qu'on fait venir les layards près de sa bien-aimée. Juste avant, eh bien, on va gagner 2 points de lune par temple qui nous reste encore. Donc quand un temple a été scoré, on le retire de la partie. Donc ceux qui restent encore visibles, là, c'est 2 points par temple. Ici, 2 points de lune. Ici, quand on aura mis 3 viracoches, à chaque fois qu'on gagne des points de soleil, on en gagne 1 en plus. Ici, ça nous permet de déplacer un de nos ouvriers vers une autre case. Ça permet de scorer 2 fois les mêmes points de nuit. Et enfin, celui-là, en fait, quand vous libérez, vous voyez ici, j'ai libéré mes points de soleil pour les poteries, ce qui veut dire que j'ai gagné mes points de soleil pour les poteries. Je vais mettre ceci pour dire que c'est fait, c'est gagné. Et donc, quand je mets le 4e, donc ce n'est pas à la fin du jeu, c'est quand je mets le 4e, je vais gagner 6 points par jeton, comme ça, donc par scoring que j'aurai réussi à libérer, donc 6 points de soleil. À noter que ces deux-là sont peut-être légèrement moins puissants que les autres, à voir évidemment. Ici, on a fait pour le moment 2 parties, mais on a trouvé quand même celle-ci, parce que les points de soleil, c'est pas évident de les gagner, donc celle-ci vraiment très très intéressante. Et bon, là, gagner des points de lune, c'est pas mal aussi. Et gagner un lama, c'est bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du jeu, on va scorer ces lamas. C'est-à-dire que les lamas, on va choisir, imaginons que j'ai tout ça de lamas, je vais choisir sur quelle face je les mets. Et pas nécessairement tous. Je peux dire, voilà, j'en mets 2 sur ma face de nuit et 4 sur ma phase de soleil, et je vais scorer. Donc, vous voyez ici, ici j'ai 4 en soleil, je vais gagner donc 4, je vais gagner 10 points de soleil, et 2 en nuit, donc 2 en nuit, je vais gagner 3 points de nuit. Et donc, évidemment, à la fin du jeu, le but, ce sera de faire venir les 2 marqueurs les plus proches possibles pour scorer un maximum, puisque c'est le marqueur le moins élevé qui détermine votre point de victoire de fin de
partie. Donc les lamas, c'est très très intéressant, ça permet de rattraper, de combler le trou, le fossé que vous avez fait, et donc voilà, on peut monter quand même, vous voyez, avec 8 ou 9, c'est pas rare qu'on arrive à récolter. Allez, on tourne en général autour de 6 à 8 points de lama, donc vous voyez, vous pouvez récupérer un trou que vous auriez fait de 19, 20 points, 25 points, ça peut faire la différence, ces points de lama. Et voilà, c'était l'explication des règles et la dégustation d'Ayar. Donc vous voyez un jeu vraiment intéressant et original, hein, avec ces tempos qu'on va placer, on va libérer des cases, on va rendre les actions de plus en plus puissantes d'un côté. De l'autre côté, on va retirer à chaque fin de manche un de ces ouvriers, donc on va diminuer progressivement le nombre d'actions qu'on va faire. Donc elles vont être de plus en plus puissantes, mais de moins en moins nombreuses. Donc il va falloir jouer avec ça. Puis évidemment, vous allez pouvoir orienter, vous allez pouvoir même faire des actions à une puissance très forte en début de partie, mais plus tard peut-être vous devrez payer le prix, je dirais, en faisant des actions moins puissantes. Donc c'est à vous à répartir aussi en fonction des scorings. Ces scorings on ne scorera pas tous les points, tout le temps. Donc vous avez des Ayars qui vont partir en retraite, qui vont sacrifier des scorings. Donc vous savez que vous allez faire moins de scoring d'un type ou de l'autre type et plus d'un autre type. Et tout ça progressivement en cours de partie, vous allez pouvoir influencer là-dessus avec les autres joueurs. Donc il va y avoir une sorte d'interaction indirecte entre les joueurs qui vont influencer quel scoring pourra se faire ou pas. Évidemment, il faudra bien observer les stratégies de chacun pour savoir vers où chacun veut se diriger et jouer avec ça aussi. C'est pas évident de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres joueurs. Et donc, vous avez un côté un peu frustrant qui peut arriver, puisque si vous lancez dans une stratégie et que tout à coup, parce que ça ne convient pas aux autres joueurs, hop, on diminue le scoring de cette stratégie-là, eh bien, il va falloir faire avec. Et inversement, si vous commencez à vous orienter vers une stratégie et qu'avec un brin de chance, eh bien, le scoring de cette stratégie va compter plus souvent, eh bien, vous aurez été heureux d'avoir fait les bons choix. Donc, il y a un peu, c'est pas vraiment du hasard, il n'y a pas de hasard, mais vous n'êtes pas en mesure de maîtriser ce que feront les autres joueurs, et donc, quelquefois, vous serez frustré. Vous pouvez être frustré aussi parce que les actions disponibles, vous savez, vous déplacez les Ayars d'une ou deux cases, vous libérez des cases actions, et les cases actions que vous libérez, ce n'est pas toujours les 4 actions disponibles. Donc vous n'avez pas toujours les 4 actions que vous pouvez faire disponibles devant vous. Quelquefois, vous arrivez avec 2 actions, voire même une. En général, c'est 2 le plus petit, mais bon, 2 actions sur les 4. Si vous voulez faire une des 2 autres, votre stratégie est orientée sur les 2 autres et vous ne savez pas les faire. Eh bien, ça peut frustrer aussi. Hein. Donc l'étendue des choix change, varie en fonction de la partie, et quelquefois, vous ne savez pas faire tout ce que vous voulez faire. Donc la mécanique est magnifique, mais quelquefois, oui, vous pouvez être un peu frustré. Tout comme la symétrie construite, je dirais, du jeu. Hein. Donc le jeu, il n'est pas hyper variable. Hein. Donc vous avez tout le monde a le même plateau individuel, tout le monde a le même plateau individuel avec les mêmes
les mêmes pouvoirs disponibles, les mêmes capacités à libérer avec ces petits jetons Viracocha. Et donc, ben voilà, vous ne savez pas vous dire les parties vont être d'une variabilité incroyable. Non, la variabilité se fera essentiellement, un peu comme les old-fashioned, je dirais, la variabilité se fera essentiellement par le jeu des joueurs, par ces Ayars qui vont partir en retraite, lequel va partir en retraite, quels sont les scorings qu'on va faire au début, à la fin, plus tôt, plus tard dans la partie, comment est-ce qu'on va jouer avec ça. Et donc chaque partie va être différente, chaque partie aura ses particularités en fonction aussi de votre début, chaque début sera différent. Donc oui, il y a une variabilité, mais pas exponentielle. Elle est limitée à cette interaction indirecte. Au final, pour moi, Ayar, c'est un coup de cœur. En tout cas, j'aime beaucoup le jeu. Il a des côtés qu'on peut moins aimer dans les joueurs euros. Donc, comme je vous dis, cette frustration, ces choix qui peuvent être à certains moments très limités. C'est des choses qui ne sont pas 100% maîtrisables. Donc voilà, un côté un peu, pour tout joueur euro, un peu embêtant, mais en même temps un jeu cohérent, comme je disais à l'introduction, un jeu où chaque action a ses conséquences, et en sachant que si j'enlève tel tempo de mon plateau personnel, ça veut dire que je libère peut-être que je vais plus loin, plus vite dans le gain de tel ou tel bonus, que je libère ou pas des endroits pour faire des temples, donc que je peux placer ces temples plus tôt ou plus tard dans la partie. C'est aussi que je libère ou pas, que je donne ma possibilité de faire des actions plus puissantes ou moins puissantes en début, milieu ou fin de partie. Voilà, pas mal d'imbrications. Tout se tient. Les Ayars qu'on déplace, plus ou moins loin. Qu'est-ce que je fais avec mon jeton joker? À quel Ayar je vais déplacer? Et si je veux absolument déplacer tel Ayar parce que je veux faire son scoring, mais peut-être que les actions que ce Ayar-là va libérer ne me conviennent pas. Donc voilà, c'est le genre de choix tactiques et stratégiques à la fois dans Ayar. Un jeu un peu rafraîchissant, un peu old-fashioned d'une certaine façon, mais aussi rafraîchissant par sa cohérence, tout comme l'était Merv et Sankoré. Donc vraiment, même si ce n'est pas vraiment officiellement une trilogie, c'est en tout cas 3 jeux qui se tiennent, qui ont une belle marque de fabrique assez originale et un petit peu retirée de la production actuelle. Donc Ayar, vraiment, je vous le conseille. Si vous allez à Essonne, n'hésitez pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, Osprey n'est pas réputé pour faire énormément d'exemplaires de ces jeux. Donc si vous êtes intéressé et que vous allez à Essonne, n'hésitez pas à en prendre une copie. Il est très cher, je pense qu'il est annoncé à autour de 90 €, donc il est très cher, mais une belle édition quand même, des beaux jetons, un terraformage sympa, donc une belle édition, mais c'est vrai que ça a son prix. Donc voilà, il n'est pas encore annoncé, donc Super Meeple a déjà publié Sankoré en français. Je pense que Merv c'est aussi eux, je suis plus sûr. Mais donc en tout cas, j'ai pas vu Super Meeple annoncer Ayar en français. Donc voilà, si Super Meeple ne l'annonce pas, peut-être que ça vaut la peine de vous organiser si le jeu vous intéresse à Essonne. En tout cas, voilà, un jeu très chouette que je vous recommande. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite santé et amusez-vous bien et à bientôt.